Bonsoir à tous et je voudrais commencer par vous présenter mes excuses parce qu'effectivement les aléas de l'Assemblée nationale étant ce qu'ils sont, j'étais en train de présenter la position de la Commission des affaires européennes en plénière par rapport à la proposition de loi sur les OGM. On aurait pu peut-être commencer un petit peu plus à l'avance avec un membre du bureau. Je vous présente à nouveau mes excuses et c'est pour ça que je vais être extrêmement rapide parce que je crois que ce qui est important sur ce sujet sur l'asile, c'est que des intervenants majeurs qui représentent à la fois les institutions et les associations puissent nous éclairer sur ce sujet. Donc je souhaite remercier la présence et la patience de Monsieur Laurent Michel, directeur Migration et Asile à la Direction générale des affaires intérieures de la Commission européenne, Madame Brigitte Freinet-Chamaillard, chef de service de l'asile au ministère de l'Intérieur, Monsieur Robert Visser, directeur exécutif, ou Vissé, je ne sais pas comment on le dit, excusez-moi, directeur exécutif du Bureau européen d'appui en matière d'asile, accompagné de Monsieur Luis Cerdan Ortiz Quintana, conseiller du directeur exécutif. Monsieur Chris Paulet, conseiller juridique et politique pour l'ECRE. Madame Geneviève Jacques, présidente de la CIMAD. Monsieur Jean-François Dubost, responsable du programme Personnes déracinées pour Amnesty International France. Madame Claire Saligna, chargée d'opération Europe pour les forums des réfugiés. Je précise que nous avions souhaité aussi des représentants de Frontex, mais qui n'ont pas pu être là aujourd'hui et nous ferons une audition ultérieure avec eux. Désolé encore que nous ayons pris du retard. Pourtant, ce sujet, le droit d'asile, est au cœur de nos valeurs républicaines. C'est un droit fondamental, défendu au niveau international et européen. Et la politique de l'asile européenne est une politique qui prend une place de plus en plus importante. On le voit d'ailleurs avec la mise en œuvre de la deuxième phase du régime d'asile européen, suite à l'adoption en 2013 des dernières directives des paquets législatifs relatifs à l'asile. Alors, je ne reviendrai pas sur les données statistiques, mais vous savez bien que le nombre de demandes déposées augmente sans arrêt dans l'Union. Et je souhaite simplement souligner qu'il me semble que deux points principaux doivent retenir notre débat. Les dernières évolutions des demandes d'asile dans l'Union et les difficultés particulières rencontrées par certains États membres confrontés à des augmentations massives du nombre de demandes d'asile, et ce n'est pas la Grèce qui préside à l'heure actuelle l'Union qui me contredirait sur ce plan-là, et la seconde phase de la mise en œuvre du régime d'asile européen commun. Et il conviendra à cet égard d'examiner les avancées prévues par les nouvelles législations européennes. Je ne vais pas être plus longue sur ces sujets-là. Et avant de vous passer la parole, je vais me permettre aussi, puisque je sais qu'un certain nombre de parlementaires sont extrêmement pressés et que j'ai déjà peu de retard, si je peux laisser 2 minutes, la parole en particulier à Arnaud, qui est très pressé lui aussi, pour qu'il puisse vous poser ces questions. Vous répondrez, il ne sera pas là, mais bien sûr, comme tout cela est enregistré, et il pourra effectivement en prendre connaissance. Je suis désolée des conditions. Merci Madame la Présidente. Oui, non, si j'ai insisté pour prendre la parole avant vous, Mesdames, Messieurs, et encore désolé en notre nom à tous de ce retard, c'est parce que nous avons remis avec ma collègue et voisine Janine Dubié il y a quelques jours un rapport au nom du comité d'évaluation et de contrôle de l'Assemblée nationale sur cette politique d'accueil des demandeurs d'asile. Et je tiens au nom de mon groupe UDI à saluer l'esprit républicain qui a présidé à ces travaux et à l'élaboration de ce rapport. C'est d'autant plus appréciable que la politique d'accueil des demandeurs d'asile doit s'exonérer, à mon sens, de toute posture partisane, car elle constitue, et la Présidente l'a très bien dit, un élément fondamental de l'état de droit et conditionne notre capacité future à vivre ensemble. Cette évaluation et ce contrôle faisaient suite aux travaux de nos collègues Létard et Touraine, et nous avons évidemment bénéficié de cet important travail pour lequel, j'imagine, vous avez été les uns les autres auditionnés. Nous convergeons pour l'essentiel, mais nous avons essayé de faire des propositions au-delà de l'analyse qui était connue de tous. Il s'agissait donc de fournir à notre Assemblée un travail sérieux d'évaluation et de proposition en vue de la discussion qui viendra, j'imagine, après l'été. Et au terme de ces travaux, dans lesquels nous avons rencontré une cinquantaine d'intervenants, nous faisons un constat qui est particulièrement inquiétant. Les délais qui sont ceux de l'asile en France fragilisent les véritables demandeurs d'asile et rendent très difficile l'exécution des OQTF des déboutés. En effet, sous l'effet d'une demande en forte augmentation, notre dispositif d'accueil des demandeurs d'asile
traverse une crise qui est caractérisée par un allongement inquiétant des délais et nous l'avons vu dans notre rapport, des coûts budgétaires croissants. Très rapidement, Madame la Présidente, nous plaidons en faveur d'une réforme d'ensemble de la politique d'accueil des demandeurs d'asile, alliant évidemment le respect des droits et la performance de l'action publique. Et nous avons fait en ce sens 20 propositions que, pour la plupart, j'imagine que vous avez eu l'occasion de lire, au moins dans la presse, même si la presse a relayé les choses avec le prisme qui est le sien. Nous proposions de simplifier évidemment l'accueil des demandeurs d'asile en remettant en place un lieu d'accueil unique au niveau des préfectures de région, assurer un hébergement et un accompagnement adapté aux demandeurs d'asile en instaurant un pilotage national avec un dispositif d'orientation des demandeurs d'asile vers un lieu d'hébergement et en développant les capacités des centres CADA et de l'accueil temporaire du service de l'asile, afin de réduire le recours à l'hébergement d'urgence. Ce travail sur l'asile, ce que je disais à l'instant, Mme Freinet-Chamaillard, est venu d'un travail qu'a réalisé l'Assemblée nationale dans la précédente mandature sur les dérives de l'hébergement d'urgence. Il s'agissait de dynamiser la procédure d'examen des demandes d'asile en utilisant mieux les procédures accélérées, en réformant l'OFPRA et en professionnalisant la Cour nationale du droit d'asile. Sur ce point précis, nous étions un peu en divergence avec nos collègues Létard et Touraine qui, eux, proposaient un transfert vers les tribunaux administratifs. Et enfin, de tirer les conséquences des décisions définitives en matière d'asile, en favorisant l'intégration des personnes protégées et en se préoccupant du sort des personnes déboutées. Voilà en quelques mots les axes qui sont ceux de notre rapport. Moi, je vais devoir vous quitter, mais j'imagine que ma collègue aura d'autres propositions et d'autres questions à vous poser. Et au-delà des avancées qui ont été celles de ces dernières années au niveau européen, en particulier le règlement Dublin II ou la création du Bureau européen d'appui en matière d'asile pour faciliter les échanges d'informations et développer la coopération entre les administrations des États membres, ainsi que le Fonds européen pour les réfugiés qui finance les projets d'aide à l'information sur l'asile. Le temps, nous semble-t-il, est venu d'harmoniser nos législations et de mutualiser pleinement nos moyens pour faire face au mieux à cette problématique essentielle pour notre pays. Voilà. Merci encore, Madame la Présidente, d'avoir accepté de me donner la parole au début de cette intervention. Merci à vous, mais je pense que Janine aura l'occasion de rebondir. Ce que nous allons faire maintenant, c'est bien sûr écouter avec attention nos intervenants. Et puis après, on passera au débat. Vous savez, nous sommes en général une commission qui a toujours plein de questions à poser. Donc c'est pour ça que je suis d'autant plus ennuyée du retard. Donc je vais tout de suite passer la parole à Monsieur Michel pour nous parler au nom de la Commission européenne. Donc commencer par la migration et l'asile du côté de la Direction générale des affaires intérieures. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, chers collègues. Je vais commencer d'abord par quelques chiffres pour mettre les choses en perspective et ensuite parler un peu de l'acquis communautaire et enfin de la question de la solidarité pour donner un petit éclairage européen. Alors, en ce qui concerne les chiffres, aujourd'hui on a eu 435 000 demandes d'asile en Europe en 2013, c'est-à-dire une augmentation de 30%. La France n'est donc pas la seule affectée par cette augmentation du nombre de demandeurs d'asile. En fait, la France, avec 65 000 demandeurs d'asile, contribue largement, mais si on compare à l'Allemagne, c'est plus du double, 126 000 demandeurs d'asile, ou la Suède, c'est 54 000 demandeurs d'asile. Et donc si on rapporte ça à la population, par capita, la France a 5 fois moins de demandeurs d'asile que Malte ou la Suède, 2 fois moins que la Belgique. Donc c'est un phénomène global où la France se situe per capita dans une moyenne. Alors les raisons de l'augmentation sont diverses et variées. Évidemment, il y a la crise syrienne avec un afflux massif de Syriens les 2 dernières années, mais également la Corne de l'Afrique avec un afflux important de Somaliens, d'Érythréens. Mais aussi, je crois, le fait que les procédures, la longueur des procédures attire un certain nombre de faux demandeurs d'asile. Et donc, ce n'est pas étonnant qu'aujourd'hui, les Balkans de l'Ouest sont les premiers pourvoyeurs de demandeurs d'asile en Europe, puisqu'ils, en fait, sont attirés
par les conditions d'accueil dans les différents États membres, et ils font vraiment ce qu'on appelle du asylum shopping, allant vers les pays qui offrent les meilleures conditions d'accueil ou les durées, les procédures les plus lentes. Donc si vous avez des demandeurs d'asile en France venant du Kosovo, c'est aussi lié à la lenteur des procédures administratives, puisque ça leur permet de passer l'hiver au chaud aux frais de l'État français. Quand on compare les délais de procédure entre la France pour les décisions de première instance, c'est une moyenne de 6-7 mois. Aux Pays-Bas, la moyenne est de 9 jours. Donc 9 jours pour une décision en première instance. 3 mois et demi en Suède. Alors je m'étonne aussi parce que le rapporteur est là et est intervenu du comité d'évaluation du contrôle des politiques publiques. C'était intéressant, en fait, votre retard a été très utile, ça m'a permis de lire le Figaro d'aujourd'hui. Et donc, et je lisais, Bruxelles impose des règles folles. Alors... vous y êtes pour rien. Ceci étant dit, je rappelle simplement que Bruxelles n'interdit pas des procédures d'asile en premier examen de 9 jours. Hein. Et donc, les règles folles, les Pays-Bas sont en conformité avec le droit communautaire actuel. Je suis sûr qu'ils se mettront en conformité rapidement avec le futur acquis communautaire. Qui doit être transposé d'ici à juillet 2015. Mais la France n'est pas aujourd'hui en conformité avec le droit communautaire. Il y a des procédures d'infraction à l'égard de la France. Donc, Bruxelles impose des règles folles, mais les règles folles permettent quand même des prises de décision rapides dans le domaine de l'asile. C'était juste une petite mise au point. Alors, puisqu'on est dans le domaine de l'acquis communautaire, notre objectif, et on le partage, je partage ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est d'assurer une convergence des systèmes. C'est-à-dire qu'un demandeur d'asile, qu'il arrive en Bulgarie, en France, en Suède ou en Espagne, il sera traité de la même façon, mêmes conditions d'accueil et les mêmes chances d'obtenir le statut de réfugié. Et donc, c'est pour cela qu'on a développé un acquis communautaire et c'est pour cela qu'on veille à la bonne conformité. Alors, on a évidemment la carotte et le bâton au niveau de la Commission européenne. La carotte, c'est les financements. Vous avez mentionné le Fonds Asile et Migration et nous contribuons largement avec un budget d'environ 400 millions d'euros par an à aider les États membres dans le domaine de l'asile et de la migration. Et le bâton, c'est évidemment les procédures d'infraction que nous enclenchons à l'égard des États qui n'appliquent pas l'acquis communautaire correctement. Mais évidemment, nous avons aussi des mécanismes de soutien. Et je ne veux pas anticiper ce que M. Visser va dire sur le rôle des ASO, qui est un rôle très important pour nous, pour venir en soutien aux États membres en matière de formation, en matière d'aide et notamment de projets pilotes pour l'avenir tels que le joint processing des demandes d'asile. En ce qui concerne rapidement la question de la solidarité, en fait, on se retrouve dans une situation très paradoxale aujourd'hui. Parce que si on appliquait correctement Dublin, les demandeurs d'asile seraient tous en Italie, à Malte, en Grèce ou en Bulgarie, c'est-à-dire à la frontière externe de l'Europe, puisque c'est les demandeurs d'asile doivent être traités dans le premier pays d'arrivée en Europe. Mais dans les faits, 70% des demandes d'asile sont traitées par 5 pays, l'Allemagne, la France, la Suède, le Royaume-Uni et la Belgique, et aucun n'est une frontière extérieure de l'Union européenne, à proprement parler. Donc en fait, la solidarité s'exerce de facto, mais elle n'est pas organisée. C'est le fait que peut-être qu'en Italie, on ne prend pas nécessairement toutes les empreintes digitales des demandeurs d'asile. C'est le fait que les centres d'accueil sont des centres d'accueil ouverts et les demandeurs d'asile continuent leur route vers un certain nombre d'autres États membres. Donc, en fait, on a une solidarité de facto, mais qui n'est pas organisée au niveau européen. Et je crois que c'est le principal défi dans les prochaines années pour notre système, c'est d'avoir un système juste en termes de répartition de la charge entre États membres face à l'augmentation de la demande d'asile. Alors évidemment, on a également aidé financièrement les États membres qui sont sous pression, notamment la Bulgarie récemment.
avec des plans d'action, avec l'aide d'urgence, des financements d'urgence. L'Italie aussi après Lampedusa. Mais on n'a pas encore mis en place au niveau européen un système organisé de solidarité. Et c'est quelque chose qu'on doit repenser. Un des débats aussi à venir, c'est la question de Mare Nostrum, vous avez évoqué la question des frontières, puisqu'après Lampedusa, comme vous le savez, les Italiens ont mis en place un système de sauvetage en mer des migrants, mais qui a un effet pervers, puisque aujourd'hui on a vu une augmentation très significative des arrivées par bateau de Libye, et donc on a eu plus de 14 000 personnes qui sont arrivées depuis le début de l'année en Italie, alors que c'est normalement pendant l'hiver, les bateaux n'arrivent pas. Donc il y a un effet d'appel, et donc dans le domaine de l'asile et des frontières, toutes les mesures qu'on prend, il y a toujours cette notion, ce qu'on appelle le pull factor, l'effet d'appel qu'on doit mesurer pour éviter que nos politiques attirent trop les faux demandeurs d'asile, les migrants économiques, et il faut veiller à un bon dosage. Ça fait partie aussi des difficultés qu'on aura à l'avenir. Rapidement, en conclusion, je voulais signaler un point important, c'est la question de l'intégration des réfugiés. Au niveau européen, on a légiféré dans le détail sur les procédures pour obtenir le statut de réfugié, sur les conditions d'accueil, sur quel est l'État membre responsable pour traiter le demandeur d'asile. Mais la clé ensuite, c'est une fois qu'on a obtenu le statut de réfugié, c'est d'être intégré. Et on voit que parmi les migrants, les réfugiés sont une population particulière qui a des problèmes additionnels d'intégration. Ils ont 2 fois plus de difficultés en termes d'après nos statistiques, à s'intégrer que les migrants économiques. Et donc, il faut des efforts importants. Et là encore, il y a énormément de divergences au niveau des États membres dans les politiques d'intégration des réfugiés. Et ça, c'est sans doute aussi un des chantiers pour l'avenir. Je vous remercie. Merci d'avoir tenu le temps, c'est pas si facile. Je vais passer donc la parole à Madame Brigitte Freinet-Chamaillard, chef du service asile, Direction générale des étrangers en France, ministère de l'Intérieur. Merci beaucoup, Madame la Présidente, messieurs les députés, chers collègues. Alors, dans le prolongement, effectivement, de ce qui a été à la fois annoncé par Monsieur Arnaud Richard et Monsieur Michel, quelques chiffres pour resituer la place de la France au sein de la demande d'asile européenne. Alors, en n'estimant pas tout à fait que la France occupe une place moyenne, je rappellerai quand même qu'avec 66 000 demandeurs d'asile, la France se situe au 3e rang des pays industrialisés en termes d'accueil de demandeurs d'asile, derrière les États-Unis et l'Allemagne, et devant la Suède, le Royaume-Uni et l'Italie. Je pense que ce qui est elle a longtemps été, jusqu'en 2011, le premier pays d'accueil des demandeurs d'asile au sein de l'Union européenne. Je rappellerai qu'elle a connu, à partir de 2007, une progression importante de sa demande d'asile. Je vous citais 66 000 demandeurs d'asile aujourd'hui. En 2007, on a accueilli 35 000 demandeurs d'asile. Et je crois que c'est cette progression qui est importante à rappeler parce qu'elle a eu un impact significatif sur un système d'asile qui était configuré pour accueillir un certain nombre de demandeurs d'asile. Et en fait, elle a eu du mal, effectivement, à adapter ce système d'asile pour faire face à cette progression importante et continue de la demande d'asile. Alors, je crois que la France, c'est 15% de la demande au sein de l'Union européenne. Une demande qui est caractérisée quand même par une très forte concentration, vous l'avez bien rappelé, sur plusieurs pays de l'Union européenne. 3 pays, Allemagne, France et Suède, qui concentrent tout de même plus de la moitié de la demande d'asile en Europe, et 5 pays, vous l'avez dit, qui concentrent plus de 70% de la demande d'asile. Alors, pour boucler un petit peu sur cette présentation, un peu sur cette place de la France dans le système européen d'asile, une structure, rappelez peut-être que la structure de la demande d'asile en France est assez différente des autres pays de l'Union européenne quant à la provenance des demandeurs d'asile. Les chiffres d'Eurostat sont sortis il n'y a pas longtemps et nous ont apporté des informations intéressantes. Les 3 premiers pays d'origine dans l'Union européenne, c'est la Syrie, la Russie et l'Afghanistan. En France, dans les 3 premiers pays d'origine, on trouve le Congo-RDC, le Kosovo et l'Albanie. Même si, effectivement, des pays comme la Russie
puis la Syrie, dont la demande augmente de manière assez importante en France, figure tout de même parmi les 6 pays d'origine. Donc voilà, c'est pour une présentation un petit peu rapide pour resituer, compléter effectivement ce que nous a dit Laurent Michel. Alors, notre table ronde porte sur la seconde phase de mise en œuvre du régime d'asile européen. Comme l'a rappelé Laurent Michel, c'est effectivement une phase extrêmement importante où on doit relever le défi, effectivement, qu'on puisse apporter la garantie à un demandeur d'asile, que quel que soit le pays où il présente une demande d'asile, il puisse voir sa demande traitée de la même façon et on puisse lui apporter des garanties identiques en matière, par exemple, de conditions d'accueil. Alors, c'est sous la présidence française qu'avait été décidée en 2008 la refonte de ces textes qui régissaient le droit d'asile au niveau européen. On s'était jusqu'à maintenant effectivement appuyé sur ce que l'on avait qualifié des normes minimales et l'enjeu est aujourd'hui beaucoup plus ambitieux puisqu'il s'agit d'harmoniser de manière beaucoup plus approfondie tout l'ensemble du système d'asile, qu'il porte sur le contenu de la protection, donc là on retrouve la directive qualification, qu'il porte sur les procédures, mais qu'il porte également sur les conditions d'accueil, tout en veillant à respecter ce qui relève des traditions juridiques et administratives de chacun des États membres. Alors, on a vécu 5 années de négociations intenses de ces nouveaux textes, règlements et directives auxquels la France s'est investie avec des enjeux importants en matière d'augmentation des garanties apportées aux demandeurs d'asile, en matière effectivement d'enjeux de la construction d'une Europe de l'asile pour éviter ce que vous qualifiez effectivement souvent d'effet d'asilium shopping. Et elle a plaidé tout au long de ces négociations pour la mise en place d'un système qui soit cohérent, avec des règles qui soient effectives et qui soient suffisamment lisibles pour ne pas donner effectivement, laisser une place trop importante à des questions d'interprétation et à des divergences de mise en œuvre. Alors, toutes ces négociations ont permis d'aboutir en juin 2013 à ce qui nous semble être un ensemble de textes qui ont permis de trouver un équilibre entre des garanties nouvelles apportées aux demandeurs d'asile et des procédures qui soient à la fois plus justes et plus efficaces. Vous avez très bien souligné effectivement l'enjeu de l'efficacité des procédures et notamment des délais de procédure. Avec une place dans ces nouveaux textes très importante accordée à la prise en charge des personnes vulnérables, à la fois dans les règlements, je pense à Dublin, ou dans les directives accueil et procédure. Alors, il va nous appartenir de transposer et de traduire dans le droit français des règlements pour des dispositions qui doivent être adaptées à notre droit et surtout, bien évidemment, des directives qui changent assez fondamentalement notre système d'asile. Il a été décidé qu'on ne procéderait pas à une transposition pure et simple de ces directives et de ces règlements, eu égard à la situation de crise que traverse le système d'asile français. Et je pense qu'il y a une convergence forte pour faire ce diagnostic de système d'asile en crise. Manuel Valls, quand il était ministre de l'Intérieur, a ouvert en juillet de l'année dernière une large concertation sur la réforme de l'asile. Il avait à ce moment-là parlé de système à bout de souffle. Et je crois que là-dessus, c'est un point de convergence effectivement important à souligner sur la situation actuelle. Alors, ces nouvelles règles vont modifier assez profondément en elles-mêmes le système d'asile. Je pense notamment aux modalités d'instruction de la demande, et ça n'est qu'un exemple par l'OFPRA, puisque dans le nouveau dispositif qui est notamment prévu par la directive procédure, le demandeur d'asile pourra être assisté pendant l'entretien par un conseil, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, et l'entretien devra faire l'objet ou d'un enregistrement sonore ou d'un recueil de commentaires. Vous avez aussi toutes les dispositions qui devront être prises pour assurer la prise en compte de la vulnérabilité des demandeurs d'asile. Alors,
il est évidemment prématuré pour moi de m'engager ou de vous indiquer aujourd'hui les grandes orientations de cette réforme, le contenu du projet de loi qui doit être très prochainement déposé au Parlement, mais vous rappelez quelques axes et qui recoupent largement ceux qui ont été indiqués par Arnaud Richard, avec la nécessaire réduction des délais d'instruction, le renforcement des garanties apportées aux demandeurs d'asile, la simplification générale de notre système d'asile, le pilotage plus directif de l'orientation des demandeurs vers un lieu d'hébergement. Voilà. Merci beaucoup et désolé. Merci, oui. Je me permets de rappeler que je vous propose 7 minutes parce qu'il faut le temps que nous échangions. Alors en plus, parce que justement l'heure tourne. Donc sans plus attendre, du côté de la solidarité, de l'organisée et de l'harmonisation, Monsieur Visser, qu'est-ce que vous en pensez, vous qui êtes dans le Bureau européen d'appui en matière d'asile? Merci Madame la Présidente, Monsieur, Madame les députés. Fin de la semaine passée, j'étais à Sicile, attendant le ferry vers Malte, où notre bureau est situé. Et jusqu'à côté du ferry, il arrive un bateau de la marine italienne plein de migrants, plus de 140. C'était la réalité d'aujourd'hui. Et ça, cette image qui m'est très proche dans la mémoire, me rappelait de l'image de plus longtemps passée, il y a 10-15 ans, tout le monde, vous rappelez les images d'ailleurs. Mais en même temps, il a changé beaucoup. À ce temps-là, il n'y avait pas une politique commune d'asile. Il n'y avait pas même parlé de migration en termes joints communs, etc. Maintenant, on est déjà dans la deuxième phase du système d'asile. Et bien sûr, il y a encore beaucoup à améliorer. Mais n'oublions pas que cette deuxième phase qui commence cette année et l'année prochaine, est une grande pas en avance de ce qu'on avait avant. Deuxièmement, il y a une réalité nouvelle qu'on ne se réalise pas toujours tous les jours. Avant, il y avait l'image des États membres anciens, les fondateurs et les autres, ou, si vous voulez, le nord vers le sud. En France, c'est en moyen, mais dans ce contexte, plutôt nord que sud. La réalité d'aujourd'hui, c'est différent qu'on y pense. C'est pas seulement le sud qui est le problème. On voit sur BBC, CNN, France, les images que j'ai décrites des bateaux. Mais la réalité est que l'Est, la frontière Est, est devenue de plus en plus importante. L'année passée, parmi les 5 pays principaux d'afflux d'asile étaient la Pologne, l'Hongrie, parmi les 5 premiers, plus importants. C'est un changement que personne n'a pu prévoir il y a quelques années. Alors, de plus en plus, tous les pays membres de l'Union européenne deviennent des pays vraiment d'asile, d'accueil d'asile. Et bien sûr, il y a beaucoup de différences, mais c'est important pour nous, travaillant opérationnel dans la pratique, à réaliser ce changement. Troisièmement, quel est le contexte à partir d'aujourd'hui, vu le programme post-Stockholm, le prochain programme pluriannuel pour asile, migration, etc.
Premièrement, bien sûr, transposition, implémentation, consolidation du paquet d'asile. Bien sûr, on a accepté ça. Mais ensuite, n'oublions pas deux choses. La phase 2, ce n'est pas la fin d'histoire. Il y aura une phase 3, 4, etc. Et deuxièmement, plus important peut-être, que la réalité de la migration, et ça va pour la politique en général, mais pour la migration encore plus, c'est d'un dynamisme qu'on ne peut pas prévoir. Personne n'a prévu Syrie, Afrique du Nord, Afghanistan, Pakistan, Bangladesh, etc. Alors, on doit forcément être ouverte à des changements et avoir une flexibilité pour le période du futur. Alors, avec ces deux réalités, un, implémenter le paquet. Deuxièmement, avoir une mentalité ouverte, faire des changements et le dynamisme. Je crois que c'est une bonne point de départ pour la discussion. Quatrièmement, le système commun d'asile n'est pas un but en soi. C'est un instrument à un but. C'est la convergence, comme M. Michel a dit, la convergence du système. Ce n'est pas un but unique comme ça. Cinquièmement, la solidarité, c'est un mot assez lourd et pas toujours très bien précisé. Sûrement, la solidarité, ce n'est pas une sens unique. Ce n'est pas une sens unique. Ce n'est pas une possibilité, un mot que si on a un problème, on peut dire solidarité et le reste du monde, ou le reste de l'Europe en ce cas, va prendre votre problème. Non. En Europe, le système européen, c'est des États membres sérieux, solides. Ça veut dire qu'ils prennent leurs responsabilités. Et s'ils prennent leurs responsabilités, ils ont le droit de la solidarité. Ça suppose la confiance mutuelle entre les pays membres. Solidarité, responsabilité, confiance. Ce sont trois éléments, ce ne sont pas toujours faciles, mais ce sont essentiels dans le système. L'organisme européen est sûrement dans ce domaine. De jour en jour, et je termine avec ça, Madame la Présidente, de jour en jour pour nous, comme agence pour la coopération opérationnelle et pratique, ça veut dire de se concentrer sur la valeur ajoutée pour le système, pour les États membres, pour la Commission, pour le Parlement, pour le Conseil, en réaliser analyse du comment ça se dit en français, l'analyse des tendances de l'asile en général pour l'Europe et la capacité des États membres pour être préparés à gérer les afflux. Deuxièmement, pour fonder un système de formation commun. Parce que 28 fois la même chose, ou une fois concentré et faire la formation bien ensemble, il ne faut pas expliquer ça. Troisièmement, l'information d'origine, des pays d'origine. Très important, essentiel pour chaque décision individuelle qu'on a une vraie photo de la situation dans un pays d'origine. Et finalement, quatrièmement, un système pour des situations d'urgence de différentes modalités, comme en Grèce, assez structurel, comme
à Bulgarie, à ce moment très accidentel, très vite explodé même. Comme en Italie, moitié structurel. Je crois que c'est un paquet du parti opérationnel pratique qui soutient le système bottom-up de bas en haut pour complémenter le système que vous, comme parlementaire, a supporté, a appuyé d'une manière politique. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Merci de vous exprimer en français. Je rappelle qu'il y a des traducteurs si nécessaire, mais merci à vous pour cette expression parfaitement audible et importante. Le rôle des pays d'origine, vous venez de le souligner, il est important. Arriver de l'Est, ça montre qu'on ne peut pas prévoir l'avenir et que simplement on met des règles et qu'on espère qu'elles seront efficaces. Moi qui suis une écologiste, je crains du côté des réfugiés climatiques, par exemple. Est-ce que
beaucoup. Alors, Monsieur Jean-François Dubost, responsable du programme Personnes déracinées d'Amnesty International, je suppose que vous aussi voyez que le chemin est long, et étroit et difficile. Oui, merci Madame la Présidente et merci également d'avoir fait le choix de permettre la retransmission en direct de ces débats, parce qu'il nous semble que sur ces questions-là, il est important que la transparence soit la plus totale sur les questions d'asile ou les questions du contrôle des migrations. Vous l'avez souligné, ces questions sont importantes pour trois raisons. L'adoption récente du paquet asile, d'une part, la réforme française du droit d'asile et également les discussions en cours au niveau de l'Union européenne quant aux orientations futures pour les 5 prochaines années, le nouveau programme qui succédera au programme de Stockholm. Nous parlons d'asile, mais je souhaiterais partir un peu en amont de l'asile sur le territoire et vous proposer trois réflexions. La première sur les questions relatives à l'accès au territoire de l'Union européenne. Nous pouvons parler de l'examen des demandes d'asile sur le territoire de l'Union européenne, mais encore faut-il que les réfugiés et les personnes en demande de protection puissent accéder de façon sécurisée et accéder tout court à ce territoire. Deuxième réflexion sur les conditions d'examen des demandes d'asile. Je focaliserai sur quelques points, sur le traitement réservé aux demandeurs d'asile sur le territoire des États membres et de l'Union européenne. Et puis je terminerai mon cours exposé sur la situation en France en réflexion des informations de la publication récente du rapport du comité d'évaluation et de contrôle et de la réforme du droit d'asile qui est en cours. Sur l'accès au territoire de l'Union européenne, notre position Amnesty International est claire concernant la coopération enclenchée ou à venir des institutions, des agences de l'Union européenne et des États membres avec des États tiers. C'est une dimension extérieure des politiques migratoires et d'asile de l'Union européenne. Des coopérations se développent dans le cadre principalement du contrôle des migrations. Et cette question nous pose un problème majeur dans le sens où rarement dans le cadre de cette coopération, l'intérêt, le respect du droit d'asile, la possibilité pour les personnes de solliciter l'asile auprès de ces États ou la possibilité simplement de voir leurs droits humains respectés est prise en compte dans le cadre de la négociation d'accords conclus par exemple avec la Libye ou envisagés avec d'autres États. Il nous paraît important que si l'Union européenne décide de collaborer avec des États de l'autre côté de la Méditerranée principalement, cela ne peut pas se faire au détriment des droits des migrants et notamment du droit de solliciter l'asile. Deuxième point sur la question de l'accès au territoire, c'est le développement de ce qui a déjà été évoqué par mes collègues, de l'ensemble des techniques et moyens de contrôle aux frontières et principalement en mer pour mon propos, via le futur règlement relatif aux règles de surveillance des interceptions, des interventions de l'agence Frontex en mer, via le déploiement du système de concertation, de compilation des informations Eurosur et via des projets plus réduits, multilatéraux entre des États tels le projet Seahorse Méditerranéo, qui est à l'étude pour l'instant et qui fait suite peut-être au projet Seahorse Atlantico, permettant la compilation des informations entre différents États dans un cadre pas forcément communautaire. Dans l'ensemble de ces techniques, dispositifs permettant de surveiller et d'anticiper, de prévenir des arrivées irrégulières sur le territoire de l'Union européenne, on comprendra aisément que sont visés à la fois des migrants en situation irrégulière, mais également des personnes qui souhaitent solliciter une protection internationale. Et par conséquent, il nous paraît extrêmement important que, tant dans les textes, parfois c'est le cas, mais également dans les intentions et dans les pratiques, les États, la Commission européenne, s'attachent systématiquement à s'assurer que le droit de solliciter l'asile, le respect du principe de non-refoulement, soit en pratique et de façon effective respecté, que ce soit lors des interceptions en mer. Alors certes, le règlement à venir sur l'agence Frontex et les interventions en mer prévoit un ensemble de garanties que nous saluons, mais l'agence Frontex n'a pas le monopole des interceptions en Méditerranée, des États sont concernés et il est important que ces États aussi se sentent soumis par les mêmes règles que celles qui sont imposées à l'agence Frontex. Il en est de même pour le dispositif Eurosur, dont il est souvent dit qu'il permettra de sauver des vies, mais le règlement, les dispositions du règlement Eurosur ne comportent aucune disposition, aucune garantie, aucune procédure permettant de savoir comment ces vies seront sauvées et comment les droits des personnes interceptées seront respectés. Sur la question du territoire et de l'Union européenne et du traitement réservé aux demandeurs d'asile, je souhaiterais attirer l'attention sur un élément qui est absent de la communication de la Commission européenne qui a été récemment publiée au début du mois de mars, à savoir la question de la détention des demandeurs d'asile. Il est communément admis au niveau international et dans le cadre du droit international relatif aux droits humains que la détention est une mesure de dernier ressort, alors que les États membres de l'Union européenne l'utilisent comme une mesure de première réponse, à la fois pour des personnes en situation irrégulière, mais également pour des demandeurs d'asile. Et nous soulignons notamment l'option lamentable choisie par l'Union européenne et les États membres de détenir des enfants, qu'ils soient accompagnés ou non par leur famille, de les détenir dans des centres de détention. Donc nous
nous appelons sans cesse les États et la Commission européenne, en pratique aussi, à promouvoir des alternatives à la détention. Ces alternatives existent, des projets pilotes ont été menés dans différents pays et il est important qu'un signal fort soit donné aux États dans le cadre de la mise en place du paquet asile qui prévoit à différents titres la possibilité de détention, y compris des personnes vulnérables, que la Commission européenne, par exemple, développe des lignes directrices à l'attention des États pour leur permettre réellement de s'engager sur la voie de l'alternative à la détention plutôt que le choix facile de la détention des demandeurs d'asile. De la même façon, vous l'avez souligné, la question de l'harmonisation pose problème. C'est l'un des défis de l'Union européenne. Cette harmonisation n'a pas lieu, en tout cas pas en pratique. Il y a effectivement des différences de protection au sein des différents États de l'Union européenne ces différences peuvent entraîner des décisions pour des demandeurs d'asile ou des réfugiés d'ailleurs de partir de leur pays d'asile, État membre d'asile, vers un autre État en cherche d'une protection plus digne ou plus respectueuse de leurs droits. C'est là tout l'enjeu de l'harmonisation à notre sens et le Bureau européen d'appui en matière d'asile a tout son rôle à jouer. Il devrait normalement faire l'objet d'une évaluation début juin et il nous paraît important qu'à la fois sa mission et les moyens financiers alloués à ce bureau soient vraiment orientés sur une identification des lacunes parmi les États membres pour assurer un niveau de protection optimal et surtout harmonisé. Enfin, la question de la solidarité a également été évoquée. On peut penser à généraliser le principe de relocaliser des personnes réfugiées par un État membre dans un autre État membre en fonction de la pression qui pèse sur le premier État d'accueil d'asile. Ça a été le cas entre la France et Malte. On pourrait imaginer que ce système très opérationnel de solidarité puisse jouer davantage à l'égard d'autres États. La question de la mise en œuvre du règlement Dublin, qui rend responsable un seul État pour l'examen d'une demande d'asile. Il nous paraît aussi extrêmement important que les États s'engagent résolument dans une application souple plutôt que très rigide de ces règlements, à savoir permettre la réunification ou les mouvements des demandeurs d'asile en fonction des critères familiaux ou culturels comme le règlement le prévoit, ou même de façon discrétionnaire lorsque certains États sont en crise. Le cas de la Grèce, de la Bulgarie par exemple, ou de la Hongrie n'a pas forcément donné satisfaction, les États ne décidant pas forcément de suspendre systématiquement leur transfert vers ces États en dépit des alertes notamment de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés. Et puis enfin, pour les bénéficiaires de la protection internationale, il nous paraît extrêmement important de développer le principe de libre circulation de ces personnes, là aussi dans le souci d'éviter des mouvements irréguliers d'un État à l'autre. Enfin, pour finir très rapidement sur la situation en France, nous partageons le constat d'une crise du système du droit de la procédure d'asile en France. La Coordination française pour le droit d'asile a rendu public un rapport l'an dernier qui fait état et qui rejoint les constats faits à la fois par le ministère et les différents rapports parlementaires. En revanche, nous ne sommes pas forcément d'accord sur l'analyse de l'origine de cette crise. Nous pensons qu'elle ne tient pas uniquement au nombre de demandeurs d'asile. D'ailleurs, le rapport du comité d'évaluation et de contrôle des politiques d'accueil des demandeurs d'asile met en perspective et critique aussi l'idée que le système serait en crise du simple fait du nombre de demandes d'asile, qui n'est pas le plus haut si l'on regarde de par le passé. Il nous semble surtout que le système d'asile doit être pensé comme un système à long terme, capable d'absorber des fluctuations importantes de demandeurs d'asile. Ça a été souligné qu'on ne peut pas toujours prévoir ou prédire les arrivées de demandeurs d'asile. Et surtout, la réforme du droit d'asile ne doit pas se fonder uniquement sur une vision de répression des faux demandeurs d'asile, mais bien au contraire sur la protection des réfugiés en besoin de protection. Et dans ce cadre-là, nous appelons à deux modifications majeures du système français, en phase avec les dispositions de la directive procédure notamment, l'introduction d'un recours suspensif et effectif pour tous les demandeurs d'asile, une garantie essentielle pour assurer le respect du principe de non-refoulement devant la Cour nationale du droit d'asile, et le renforcement majeur du rôle de l'OFPRA au détriment, si je peux dire, de la place accordée aux préfectures aujourd'hui en France. Merci. Merci. Dernière intervenante, Madame Claire Saligna, Forum des réfugiés. Je suppose que la différence entre demandeurs d'asile et réfugiés, vous la traitez aussi. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? Alors, Forum Réfugiés et COSI, en fait, s'appelle Forum Réfugiés, mais accueille beaucoup de demandeurs d'asile et travaille aussi sur l'intégration des réfugiés. Donc, c'est une population qui est accueillie et accompagnée du début de la procédure, du dépôt de la demande jusqu'à l'intégration des réfugiés. Comme j'interviens en dernier, je vais me permettre de rajouter quelques points à ce qui a été dit un petit peu avant. Simplement, au niveau des apports du régime d'asile européen commun, j'aurais souhaité juste parler un petit peu de ce qu'apporte le règlement Dublin III, parce que particulièrement pour la France, il y a des changements importants qui vont devoir intervenir très rapidement, puisque le règlement est applicable déjà depuis le 1er janvier 2014. Et donc, notamment en France,
ce qui va être imposé, ce qui est imposé par le règlement, c'est la conduite d'entretiens systématiques individuels avec les demandeurs d'asile en préfecture, qui doivent se passer dans une langue que comprend la personne ou dans une langue qu'on peut raisonnablement penser qu'elle la comprend, avec intervention d'un interprète si nécessaire et avec respect des conditions de confidentialité, ce qui n'est pas particulièrement le cas en ce moment en préfecture en France. Il y a aussi l'obligation de fournir une brochure d'information commune qui a été rédigée par la Commission européenne et qui va sans doute beaucoup aider à pallier les problèmes d'information que vivent les demandeurs d'asile placés en procédure Dublin et qui ne comprennent pas toujours ce qui leur arrive. Et juste simplement pour finir sur le régime d'asile européen commun, on a rapidement parlé du fonds Asile, Migration et Intégration qui a été validé juste récemment par le Parlement européen. On ne peut que se réjouir que le Parlement a réussi à valider les 20% minimum du fonds qui devront être dépensés par les États membres pour des mesures en faveur de la politique d'asile, pour éviter des dérives qui feraient que les fonds soient plus utilisés pour des politiques de retour ou de détention. Mais on pourrait envisager que les États aillent bien au-delà de ces 20% parce que, au vu de tout ce qui a été expliqué sur les difficultés d'accueil dans certains États, il est évidemment nécessaire que plus de moyens soient dépensés dans l'accueil des demandeurs d'asile. En ce qui concerne les attentes post-programme de Stockholm, très rapidement, en reprenant les termes du BEA, il s'agit vraiment maintenant de consolider ce qui a été commencé avec le régime d'asile européen commun. Si nécessaire, de lancer des procédures d'infraction quand des États partent à la dérive avec des mesures qui ont trop recours à la détention, par exemple, et pas en mesure de dernier recours comme c'est censé être le cas. Les moyens doivent être mis en œuvre pour assurer un monitoring le plus complet possible de ce qui se passe dans les États membres. C'est ce que va faire le BEA avec le mécanisme d'alerte précoce, de préparation et de gestion des crises. Vraiment, les moyens doivent être mis en place pour pouvoir faire ce monitoring. Dans ce qu'on peut attendre du programme suivant, le programme de Stockholm, c'est aussi une augmentation des places de réinstallation au niveau de l'Union européenne, puisque l'Union européenne a accueilli en 2012 que seulement 6% des personnes réinstallées dans le monde. L'objectif de 20 000 pour 2020 doit rester en ligne de mire. Ça a déjà été dit, la mise en place de procédures d'entrée protégée supposerait une approche coordonnée de l'octroi de visas humanitaires. C'est nécessaire pour avoir des voies légales pour arriver sur le territoire de l'Union européenne. Et enfin, la révision des modalités de l'introduction ou de l'utilisation plutôt de la protection temporaire. On a fait référence plutôt à l'afflux massif de demandeurs d'asile syriens. S'il y a vraiment un afflux massif, alors la protection temporaire, la directive de la protection temporaire peut être utilisée. Et si elle n'est pas utilisée, alors il faut envisager de rendre l'instrument d'avoir une utilisation plus souple de cet instrument pour pouvoir y avoir recours plus facilement. Et enfin, sur la question des frontières, très rapidement, parce qu'il en a déjà été question, au niveau de l'interception en haute mer, qui est envisagée dans le règlement, la proposition de règlement établissement les règles pour la surveillance des frontières maritimes, qui sera discutée au Parlement européen demain, si j'ai bien compris. Ce qui est en question, c'est évidemment l'absence de formation des gardes frontières de Frontex à l'identification des demandeurs d'asile. S'ils sont capables de les intercepter et de les renvoyer dans les pays de départ ou d'origine, alors il faut vraiment qu'il y ait une formation de ces personnes. Et ce qui pourrait être intéressant, c'est de suivre la recommandation de la médiatrice européenne qui a demandé en novembre dernier la mise en place d'un mécanisme de traitement des plaintes relatives aux violations des droits fondamentaux découlant de l'activité de Frontex. Frontex, jusqu'à présent, a refusé cette possibilité en arguant qu'il s'agissait de la responsabilité des États concernés. En l'occurrence, il y a vraiment un besoin accountability, de rendre compte de ce qui se passe au niveau des interventions de Frontex.
Merci à vous. Alors, j'ai déjà 3 intervenants d'inscrits. Enfin, il y en a une que j'ai inscrite d'office. Donc, Marietta Caramanli, Janine Dubié, Denis Robillard, qui lui est affaires sociales. Mais je vais vous présenter mes excuses une deuxième fois, parce que malheureusement, comme l'ordre du jour de l'Assemblée nationale a été modifié, et je suis du coup obligée de repartir en séance plénière. Mais Marietta Caramanli, vice-présidente, va assurer à la fois son intervention, puisqu'elle est rapporteure, et la présidence de la fin de table ronde. Je suis désolée, je vous présente de nouveau mes excuses, mais malheureusement, ces temps-ci, les ordres du jour ont été bouleversés. Alors, bien après que nous ayons prévu notre table ronde, en tout cas, bien entendu, nous lirons, moi et mes collègues, tous avec attention, vos réponses. Je suis encore désolée et je vous prie de m'excuser. Je ne sais plus comment, d'ailleurs, vous le dire. En tout cas, merci à vous. Mais Marietta va assurer ça sans souci. Elle connaît, vous allez voir, le dossier par cœur. Donc je prends la suite. Pour d'abord saluer quelque part l'initiative de la commission de la présidente d'organiser cette table ronde et je ne vais pas garder trop longtemps la parole puisque il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Je vais privilégier aussi la prise de parole de mes collègues. Mais juste un mot pour vous dire que nous avions déjà pris position au niveau de cette commission avec mon collègue de la Verpillière, donc sur le sujet, que nous continuons le travail même au-delà du paquet qui a été adopté sur la question de l'asile et également sur la question de l'immigration. Et je voulais juste peut-être relever, d'après vos interventions, 2-3 éléments. C'est vrai qu'il y a 3 questions qui sont posées aux États, chez qui finalement arrivent les immigrants. Comment accueillir bien sûr dignement, ça a été rappelé tout à l'heure, les personnes candidates à l'immigration, sachant que parallèlement, si elles vivent toutes des tragédies, je dirais, à des degrés divers, leurs motifs de quitter leur pays sont aussi très différents et qui ne relèvent pas tous de l'asile. S'agissant des personnes aussi qui demandent l'asile, vous l'avez bien souligné, qui doivent aussi pouvoir faire valoir leurs droits dans les conditions d'équité, dans un délai court, et je dirais qui permet un examen au plus juste de leurs demandes. Là, ça se pose quand même la question de ce que chaque État entend comme étant un pays tiers sûr, pour lequel le migrant n'encourt pas de risques disproportionnés. Et la difficulté est que les différents États aujourd'hui n'ont pas la même appréciation de ce que sont ces États sûrs, et leur liste, pour autant qu'elle soit proche, reste en tout cas différente. Donc c'est une question que nous avons soulevée et que nous souhaitons aussi qu'au niveau de la Commission européenne, au niveau de l'Europe, de l'Union européenne, et que des États membres puissent avancer sur cette définition d'État sûr. Le troisième problème qui est soulevé, c'est aussi l'immigration à dominante économique, où aucune règle commune n'est fixée, particulièrement les États européens, particulièrement des pays du Sud, qui sont, vous l'avez rappelé tout à l'heure, sous stress économique et souvent social, qui demandent finalement à avoir peut-être aussi un traitement adapté de ces questions. Alors, moi, le dernier élément que je voulais quand même soulever, c'est aussi quelle politique il faut mettre en œuvre, une politique finalement qui doit peut-être s'appuyer aussi, je voulais avoir votre avis, sur un postulat, le postulat que nos frontières extérieures, qu'elles soient maritimes ou terrestres, sont des frontières de tous, et que doivent donc être gérées sur une base d'une solidarité réelle entre États membres, comme cela est prévu dans le traité article 80. Et donc, comment vous pouvez, dans les différentes responsabilités que vous exercez, les uns et les autres, et les unes et les autres, pour avancer justement sur cet élément qui était nécessaire. Et dernier aspect, vous avez évoqué, M. Michel, tout à l'heure, aussi l'intégration des migrants et toute la problématique d'intégration des migrants. Il y
actuellement, je fais un rapport dans le cadre du Conseil de l'Europe sur l'intégration des migrants et voir les politiques qui peuvent être conduites au niveau européen. Pensez-vous que l'intégration des migrants dans les différents États membres passe aussi par une politique plus globale, avec des mesures plus massives qui embarquent l'ensemble des populations sans forcément des mesures adaptées, sectorielles, je dirais, uniquement adressées aux migrants? C'était une question que je vous posais. Et je passe immédiatement la parole à mon collègue Joachim Peillot. On va regrouper les questions. Madame la vice-présidente, j'allais poser les mêmes questions que vous venez de poser. Moi, je voudrais... C'est compliqué parce que moi, je suis député, mais je suis également élu local. Et dans la ville où je suis maire, j'ai le siège d'un cadavre. Donc, c'est difficile de déterminer entre les migrants d'ordre économique et les demandeurs d'asile. Et là, il y a une frontière qui est assez compliquée à être déterminée. La deuxième observation, je souhaiterais, moi, quand même, que les procédures soient moins lentes qu'elles le sont actuellement. Parce que lorsque vous avez effectivement des demandeurs d'asile, ils ont quand même une stratégie pour être demandeurs d'asile, même si c'est des migrants d'ordre économique. C'est tout à fait naturel. Parce qu'ils sont attirés par l'Union européenne, par certains pays de l'Union européenne, pour des raisons que vous connaissez, en termes de droits humains, mais de droits sociaux, de droits économiques également parfois. Lorsque la procédure est très longue, moi j'ai vu plusieurs familles qui ont été déboutées après plusieurs recours, et ensuite le préfet joue son rôle. Ils doivent quitter la France. Ils sont expulsés. Bon. Et là, on touche ensuite à des problèmes humains. On a des enfants, ils sont là depuis 3 ans, ils vont à l'école, il y a des liens sociaux qui se font avec l'environnement. Et on a même parfois une population locale, lorsque la famille se comporte dans les règles civiques de notre pays, des familles qui se mobilisent pour pas qu'ils soient expulsés. Donc là, c'est un réel problème. Et moi, j'ai été confronté à plusieurs reprises en tant que parlementaire par ce genre de demande. Et je me disais, mais c'est pas trop juste de les renvoyer, puisque ils ont réussi, au bout de 3-4 ans, à s'intégrer, même si en réalité, ils ont triché au départ, c'était pas des demandeurs d'asile par rapport à leur pays d'origine. Voilà. Donc je voudrais savoir quel est votre point de vue sur est-ce qu'il faut réduire les procédures. Je crois que c'est prévu quand même, mais c'est quand même assez long. Quel est votre sentiment à ce sujet-là? Parce qu'ensuite, en dehors des statuts juridiques, on touche des problèmes humains. Mais cependant aussi, parce que je crois que Madame la Présidente de la CIMAD, vous avez dit il faut laisser rentrer tout le monde, ou presque. Non. Je veux dire, à un moment donné, faisons attention, parce que ça risque de se retourner contre les personnes qui vont rentrer. Je crois qu'à un moment donné, il me paraît naturel que les pays puissent maîtriser l'immigration. Moi, je suis intéressé également par l'Union européenne pour qu'il y ait des règles un peu communes, à minima. Parce qu'on peut se poser des questions. Il y a une dizaine d'années, je crois, on avait effectivement des populations qui traversaient la France pour aller en Angleterre. Et je me suis toujours posé la question, mais pourquoi veulent-ils aller en Angleterre? Bon, donc parce que on me disait à l'époque qu'en Angleterre, les conditions étaient plus faciles d'être acceptées qu'en France, par exemple. Bon. Je pense que ce serait intéressant que l'Union européenne ait quand même des règles communes pour éviter des concurrences entre pays. Voilà, c'est quelques observations. C'est un sujet qui était très passionnant. C'est un sujet qui est très délicat. J'étais, il y a quelques jours, à une manifestation sportive. Tous les vainqueurs, les 5-6 premiers, étaient tous en situation de migrants. Voilà. Et c'est vrai que voilà, je me suis posé beaucoup de questions au moment donné. Tous les vainqueurs, les 5-6 premiers, je ne vais pas vous dire quelle course, parce qu'après on pourrait dire vite, faut vite les rechercher. Mais ils étaient tous en situation. Voilà, ils sont venus me voir en disant mais moi j'ai pas de papier, moi je demande l'asile, etc. Ils avaient gagné des courses sportives. Et j'ai compris pourquoi ils étaient venus en Europe.
c'est un petit témoignage personnel, mais voilà. Je passe la parole à ma collègue Madame Dubié, Janine. Oui, merci Madame la Présidente. Donc j'étais effectivement co-rapporteur de ce rapport dans le cadre de la commission d'évaluation et de contrôle avec Arnaud Richard. Et donc mon propos est juste pour compléter les propos d'Arnaud. Et je sais que Denis ensuite, si j'ai oublié certaines choses, mais volontairement je vais les oublier pour qu'il puisse les développer lui-même, puisqu'il a largement participé à l'élaboration de ce rapport. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que ce qui nous a guidés, c'est quand même que le respect, c'est de restaurer ce respect du droit d'asile et des droits des demandeurs d'asile. Ça a été un fil conducteur, et en même temps, on savait aussi qu'il fallait améliorer la performance de cette politique publique, et qu'en tout cas, comme ça l'a été dit, ça ne peut pas rester une voie de contournement d'une politique de flux migratoire. Voilà, on a bien dissocié les deux, la politique de l'immigration et la politique du droit d'asile, qui doit retrouver tout son sens. Je voulais aussi conforter les propos de Monsieur d'Amnesty International. Je crois que c'est vrai qu'on dit on a une augmentation 30% de plus, avec des chiffres sont donnés. Moi quand même, je voudrais rappeler qu'en 1989, eh bien, on avait 61 000 premières demandes d'asile, qu'en 2003, il y en avait 52 000, et qu'en 2013, nous ne sommes qu'à 45 000. Par contre, ce qui n'a pas été abordé, c'est un petit peu la sociologie, c'est-à-dire que auparavant c'était plutôt des personnes seules qui demandaient l'asile, et que de plus en plus maintenant on voit arriver des familles avec des enfants en bas âge, qui donc obligent effectivement à un autre type de prise en charge et à une adaptation de nos modalités de prise en charge compte tenu de la structure des familles. Alors ce que nous avons fait dans notre rapport, c'est effectivement essayer de trouver des solutions concrètes, pragmatiques, pour tenter de réduire ces délais, parce que, en effet, il faut les réduire. Donc nous avons proposé effectivement de ne plus rendre obligatoire la domiciliation comme un prérequis au moment de la demande d'asile. Nous avons effectivement proposé que la prise d'empreinte par le système Eurodac se fasse immédiatement lors du premier accueil en préfecture, et en même temps, nous avons demandé que l'OFPRA, nous avons conforté, j'ai envie de dire, la tendance aujourd'hui de la régionalisation de la mise en place de la politique de l'asile, en demandant à ce que l'OFPRA soit beaucoup plus présente, de façon à ce que, dans l'hypothèse, comme le prévoit d'ailleurs les directives, on étendrait en fait l'usage des procédures accélérées ou dites prioritaires, en fait, que comme on risque de toucher sur le fond, et bien que ça ne soit pas simplement que les préfectures qui aient à prendre cette décision, mais que l'avis de l'OFPRA soit sollicité, voire même que ce soit l'OFPRA qui détermine si c'est une procédure prioritaire ou une procédure normale. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, enfin, un intervenant, on peut améliorer la gestion et l'organisation de la procédure pour limiter les délais, mais ça passera aussi par une augmentation de moyens, et c'est la raison pour laquelle aussi nous avons demandé à ce qu'il y ait un recrutement supplémentaire d'officiers de protection au niveau de l'OFPRA, demande qui de toute façon s'imposera, puisque nous avons également préconisé dans le rapport l'application de la directive procédure, à savoir la possibilité de recours à un conseil, et la possibilité également de pouvoir relire le compte rendu établi par l'officier de protection. Voilà donc les éléments
qui me semble important à vous communiquer par rapport à ce rapport. Alors ensuite, nous avons aussi travaillé sur la notion sur le contentieux du droit d'asile, mais là je préférerais laisser Denis en parler, puisque nous avons clairement posé que nous ne souhaitions pas que ce contentieux soit transféré aux tribunaux administratifs, et je pense que Denis développera ce point-là. Pour terminer, il en reste pas moins que nous avons de toute façon aujourd'hui, par rapport aux demandes des demandeurs d'asile, une reconnaissance du caractère de réfugiés à la hauteur de 20%. Ça veut dire qu'on a 43 000 personnes chaque année qui effectivement sont déboutées du droit d'asile et pour lequel il faut se préoccuper de leur sort. Donc nous avons préconisé qu'il y ait effectivement un système informatique dès la demande de l'accueil au travers d'une carte informatique qui permettrait de suivre le parcours du demandeur d'asile, étant entendu que quand il devient débouté après avoir utilisé tous les recours, et je préciserai là aussi, j'ai oublié de dire, mais nous souhaitons également que tous les recours soient suspensifs, notamment dans le cadre des procédures prioritaires, et que quand tous les recours sont épuisés, eh bien, pour nous, il nous semble que le débouté du droit d'asile, c'est pas un statut, donc ça redevient un étranger en situation irrégulière en France, et donc à ce moment-là, on pense que cela doit être traité dans le cadre de la prochaine loi sur l'immigration, puisque à ce moment-là, on n'est plus spécifiquement dans la politique publique du droit d'asile. Et à l'inverse, sur les réfugiés, sur ceux qui ont obtenu le statut de réfugié, eh bien, nous devons améliorer nos procédures, notamment généraliser la procédure ACLR qui avait été utilisée à titre expérimental. Voilà, précision que je voulais apporter. Et comme vous, Madame la Présidente, je me suis interrogée, peut-être de façon naïve, sur le pourquoi, mais cette liste des pays sûrs, puisqu'on veut une politique européenne du droit d'asile, pourquoi cette liste dite des pays sûrs ne serait pas établie au niveau européen? Alors j'ai bien eu quelques réponses qui touchent peut-être aux affaires, enfin, aux relations que chacun des pays entretient avec d'autres pays. Mais en tout cas, comme vous, Madame la Présidente, j'aimerais bien avoir une réponse là-dessus sur pourquoi ce n'est pas possible. Voilà, merci. Merci beaucoup, chers collègues. Mais je pense que sur ces questions, il faut le parlementaire fasse en sorte qu'il construise les réponses, bien sûr, avec les États membres et l'Union européenne. Mais il faut avancer là-dessus. Je passe la parole au dernier orateur qui est Denis Robillard. Bon, simplement deux mots, parce que comme on n'a pas commencé à l'heure, il ne faudrait pas que ce soit les députés qui vous mettent encore davantage en retard. D'abord, pour vous remercier d'avoir pris du temps pour venir nous éclairer et dire que, évidemment, l'examen des questions d'asile d'un point de vue européen était toujours intéressant parce que ça permettait de relativiser les impressions qu'on pouvait avoir quand on ne regardait la question de l'asile qu'au niveau français. Et que je trouve qu'il est toujours intéressant de comparer l'effort que font les différents pays en termes d'accueil de demandeurs d'asile et de réfugiés par rapport à leur population. Et quand on le rapporte au nombre d'habitants, on s'aperçoit que l'effort français, j'entends bien Madame la chef de service compétent au ministère de l'Intérieur, que effectivement la France est un des principaux pays industrialisés qui accueille des demandeurs d'asile, mais quand même, quand on rapporte à la population, on peut, me semble-t-il, mesurer des efforts comparables et qu'il ne faut pas hésiter à le faire. Et de ce point de vue, c'est intéressant. Je trouve qu'également, quand on analyse la progression de la demande d'asile en France, regarder ce qui se passe en Europe est toujours intéressant. Et quand on regarde ce qui se passe en Europe, qu'on s'aperçoit qu'il y a une croissance qui est forte,
de la même façon qu'en France, et que, alors là pour le coup on se sépare de la France, mais que dans l'augmentation de l'asile dans l'Union européenne, il y a une forte composante qui est liée à la Syrie. On peut quand même penser que la demande d'asile venant de la Syrie, en termes de demande de protection, je ne me prononce pas sur les aspects très juridiques que sont les distinctions qu'on fait entre la Convention de Genève stricto sensu, les protections subsidiaires des différents types qui peuvent exister selon les pays. Je trouve que c'est quand même, en tout cas, on montre à travers cet exemple que là, c'est pas des fraudeurs, hein, en ce qui concerne les Syriens qui viennent en Europe, et que de ce point de vue également, en ce qui concerne les Syriens, la France doit faire sa part. Je sais qu'il y a des accueils sur quotas, hein, et que on a des quotas qui ne sont pas très remarquables par leur quantité. En tout cas, on peut en discuter. Voilà. Bon, ça c'est le point. Après, je vais pas redévelopper puisque Jeanine Dubié l'a très bien fait. Et puis, je pense pas que ce soit à faire ici les conclusions du rapport du SEC. D'autant plus que moi, je suis pas un rapporteur et que ce sont pas toujours exactement mes recommandations. Mais je voulais confirmer qu'effectivement, il nous semblerait, puisque le ministère de l'Intérieur étant très bien représenté, qu'on comprendrait pas que on attribue aux tribunaux administratifs le contentieux de l'asile, en tout cas le contentieux de la détermination de la qualité de réfugié et de la protection subsidiaire au regard de la spécialisation que ça demande, du fait que la CNDA fonctionne plutôt bien, ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas l'améliorer, qu'elle a des rapporteurs qui sont spécialement formés. Alors là, pour le coup, il y a peut-être des modifications qu'on peut apporter. Et puis que c'est une des rares, enfin c'est peut-être la seule juridiction qui institutionnellement est une composante internationale en France, à travers, alors même si c'est pas exactement le système de la loi de 52, mais à travers le délégué du HCR qui propose un des assesseurs, et je trouve que c'est un système qui est suffisamment intéressant pour qu'on s'efforce de le conserver, et que, bon an mal an, il me semble qu'on rentre dans des délais qu'on doit pouvoir raccourcir. Je trouve que ça, pour le coup, l'exemple de la Suède avec une première décision dans les 9 jours, peut-être qu'au SEC, on aurait dû aller regarder exactement comment ils faisaient, parce que c'est à peu près c'est des délais qu'on a, nous, que pour les demandes d'asile à la frontière, qui est une procédure qui ne donne pas non plus complètement satisfaction, et dont les taux de refus pour des demandes manifestement infondées sont un petit peu étonnant, compte tenu des taux qu'on voit par ailleurs sur les demandes où on examine la demande au fond et pas simplement sur le caractère manifestement infondé ou pas. Bon, alors deux questions peut-être. Une question, je ne sais plus lequel d'entre vous a évoqué le fait que la solidarité n'était pas organisée, mais que si on regardait et que si on appliquait à la lettre le règlement de Dublin, ce serait certains pays qui supporteraient l'essentiel de la demande. Or, cette demande est mieux répartie que simplement par les pays d'arrivée, ou de première arrivée. Et donc, j'aimerais... quelles sont les propositions qui sont envisagées cette fois-ci au niveau des institutions européennes, parce que là, précisément, sur l'idée que chacun doit faire sa part, c'est bien une idée européenne. Donc, comment est-ce qu'on peut la construire et comment on peut avancer sur cette question, moi, qui me paraît essentielle. La deuxième question, elle est plus franco-française, mais elle intéresse aussi les institutions européennes. C'est-à-dire que je voulais savoir si, dans la préparation de la mise en œuvre des dernières évolutions, des directives européennes, notamment en matière de procédure, il y avait un dialogue entre le gouvernement français et les institutions européennes sur ce qui était envisagé en France pour cette mise en œuvre et où on en était, mais ça ne sortira pas d'ici. Voilà. C'est diffusé. Hein. Merci beaucoup. Donc, je passe immédiatement la parole à celui ou celle qui souhaite. Merci, Michel. Oui, je me permets d'intervenir en premier car j'ai un train à prendre pour Bruxelles et j'ai déjà loupé le précédent. Donc, il n'en reste plus qu'un, sinon je serais obligé de dormir à Paris, ce qui n'est pas désagréable, mais ce qui va être un peu compliqué. Alors, tout d'abord, sur les pays d'origine sûre, les pays tiers, idéalement, on devrait avoir une liste européenne.
Et la Commission était en faveur, au départ, d'une liste européenne. Mais pour certains États membres, constitutionnellement, ce n'est pas possible. Chaque demande d'asile doit être traitée sur ses propres mérites et il ne doit pas y avoir de critères préalables avec une liste de pays sûrs. Premièrement. Deuxièmement, ça aurait été très très difficile d'établir une liste commune. Pour prendre l'exemple de la France, je crois que vous aviez proposé l'Albanie dans la liste des pays sûrs. Le Conseil d'État a invalidé cette décision et vous avez reproposé l'Albanie et c'est en cours d'examen. Donc vous avez des procédures internes complexes, ça va au Conseil d'État pour voir si l'Albanie est vraiment un pays sûr. Donc chaque système, chaque État membre a son propre système et donc harmoniser ça, ce serait la solution idéale, mais pour l'instant on n'y est pas encore. Ce sera peut-être l'étape 3 dont M. Visser parlait du système d'asile. On y arrivera peut-être, mais pas pour l'instant. Ceci étant dit, le travail qu'on fait sur les pays d'origine, Country of Origin Information, est très important parce que là on essaie d'harmoniser l'analyse sur les pays d'origine et donc faire en sorte que quand on voit qu'un Afghan arrive de telle région d'Afghanistan, c'est une région peu sûre, s'il fait tel type de demande d'asile, là on va lui accorder. Et ça, il faut qu'on soit d'accord sur le degré de danger en Afghanistan dans cette région. Et il faut que ce soit la même analyse en France, en Bulgarie ou en Suède. Et donc là, il y a un travail important qui est en cours sur les Country of Origin Information. Et je crois que c'est une première étape. La deuxième étape, c'est pour plus tard. En ce qui concerne l'immigration économique, vous disiez qu'il n'y a aucune règle au niveau européen. Excusez-moi de vous contredire, mais nous avons adopté une série de directives. Encore aujourd'hui, le Parlement européen vient d'approuver une directive sur le transfert au sein d'une même entreprise, au sein de multinationales pour venir en Europe. On a des règles sur les travailleurs saisonniers, sur les chercheurs, sur les étudiants, sur les personnes hautement qualifiées. Donc il y a des textes communautaires en matière de migration économique. Mais ce qui est vrai, c'est que les quotas restent du ressort des États membres. C'est dans le traité, il y a la subsidiarité qui joue. Et nous devons encore continuer sur cette voie. Il reste encore beaucoup à faire pour harmoniser les règles en matière de migration économique. En ce qui concerne la solidarité entre États membres sur les frontières externes, qui sont des frontières communes, c'est un point tout à fait valable. C'est pour ça qu'on a créé l'agence Frontex, qui est justement là pour mutualiser les efforts. C'est une première étape. On n'est pas encore à l'étape d'un corps de garde-frontière européen. Mais on y est loin. Et aujourd'hui, j'ai évoqué l'opération Mare Nostrum, ça coûte 9 millions d'euros par mois à l'État italien. C'est lui qui subit le coût principal. Et donc là, encore, on devrait faire preuve de solidarité. Et je pense que c'est un des prochains sujets au prochain Conseil européen. En matière de retour, la clé, c'est la rapidité. Et si vous accélérez vos procédures, vous aurez plus de chances d'avoir des taux de retour qui augmentent. Puisque, comme cela a été dit, au bout de 2-3 ans, les personnes ont des enfants scolarisés, etc. C'est très difficile d'organiser un retour. On vient d'adopter une communication le 29 mars sur le retour. Je pourrais vous la transmettre si vous êtes intéressé. Où on fait l'analyse de la situation en matière de retour. Mais la clé, c'est la rapidité et aussi intégrer dans la procédure d'asile la dimension retour. C'est-à-dire qu'il faut informer les demandeurs d'asile qu'ils ont un risque important d'avoir une procédure de retour, puisqu'aujourd'hui les taux d'acceptation des demandeurs d'asile en Europe, c'est autour de 25%. Donc les 3/4 sont refusés. Donc les 3/4 devraient être soumis à des procédures de retour. Évidemment, on a un travail à faire aussi très important dans les pays tiers, puisqu'il y a un certain nombre d'États qui refusent le retour de leurs ressortissants. Et c'est pour cela qu'on a toute une politique d'accord de réadmission qu'on signe au niveau de l'Union européenne. Et la clé, évidemment, c'est d'agir ensemble pour faire en sorte que les Algériens, les Pakistanais acceptent les personnes qui ont été déboutées de l'asile et qui doivent rentrer. Il y avait une question aussi, pourquoi les migrants veulent aller ou les demandeurs d'asile en Royaume-Uni,
pourquoi ils veulent aller en Suède, etc. Bon, il y a des facteurs différents, mais je crois qu'un des éléments clés, c'est aussi l'existence d'une diaspora. Donc les Afghans voudront aller au Royaume-Uni et pas en France, parce qu'il y a une vraie communauté afghane au Royaume-Uni. Les Tunisiens, ils veulent aller en France parce qu'ils parlent français et qu'il y a une communauté tunisienne importante. Donc l'effet diaspora joue beaucoup dans les flux migratoires, et ça, on ne pourra pas empêcher. Et on a des règles, comme ça a été dit, en matière de réunification familiale qui doivent jouer et qui doivent créer aussi une certaine solidarité vis-à-vis de ces personnes, puisque ça ne sert à rien de donner l'asile à un membre d'une famille dans un État membre et à un autre membre de la famille dans un troisième État membre. Donc essayer de faire le regroupement familial. Rapidement, sur la solidarité, oui, c'est moi qui avais évoqué ce point sur le problème d'une solidarité qui est de facto mais qui n'est pas organisée. On a des pistes de réflexion, notamment avec un projet pilote, M. Vissard pourra en parler, sur le joint processing, donc des demandeurs d'asile. Et ensuite, peut-être, une fois qu'il y a eu ce soutien, par exemple à l'Italie, pour faire l'examen des demandeurs d'asile, identifier, ah oui, c'est un Érythréen, il a un cousin qui est en Suède, celui-là, s'il veut aller en Suède, on va le prendre. On ne va pas le faire arriver illégalement en Suède. Il faut l'organiser. Il faut un peu repenser nos procédures en matière d'asile. Ça nécessite beaucoup de travail parce qu'aujourd'hui, il y a une très forte réticence des États membres sur ces questions. La CIMAD, l'Amnesty International ont évoqué la question des legal access, l'accès parce qu'en fait aujourd'hui les demandeurs d'asile arrivent par bateau, il faudrait faciliter leur arrivée de manière légale. C'est un sujet très très compliqué aujourd'hui, hein, vu le contexte politique qu'on connaît, mais pour moi, la vraie solution, c'est la réinstallation. En travaillant avec le HCR, c'est le resettlement. Ça, c'est la voie d'accès royale, légale. Et donc, au lieu de faire venir les Syriens par bateau qui risquent leur vie, c'est d'augmenter les quotas de réinstallation en Europe. Et vous l'avez dit, la France a fait des efforts, mais un certain nombre d'États membres font des efforts encore plus impressionnant, dirons-nous. On en parlera. Voilà, j'arrête sur cette note. Voilà, merci. Je vais peut-être, si vous me permettez, prendre le relais effectivement sur l'accueil de ressortissants syriens, puisqu'on a été assez régulièrement interpellé sur le nombre de ressortissants syriens qui étaient accueillis en France. Alors, vous le savez, le président de la République s'est engagé à accueillir 500 ressortissants syriens. Ça, là, c'est un programme qui est en cours, qui est conduit en lien étroit avec le HCR, en s'appuyant à la fois sur la procédure de réinstallation, puisque la France a signé un accord relatif à un programme de réinstallation en 2008 et qu'elle met en œuvre ce programme, mais aussi sur la base d'un système d'accueil à titre humanitaire. Alors, c'est une opération que l'on veut un petit peu exemplaire et innovatrice quant aux procédures qui sont mises en œuvre, puisqu'on s'attache à ce que l'OFPRA transfère très rapidement la protection quand on est dans des procédures de réinstallation, ou qu'elle accorde très rapidement la protection quand on est dans le cadre d'accueil à titre humanitaire. Il y a des missions qui sont prévues dans les différents pays concernés. On s'est surtout attaché, on a évoqué les problématiques d'intégration des bénéficiaires d'une protection. Et pour nous, c'est essentiel. On essaie effectivement de développer des programmes comme Accélère et ses forums réfugiés qui le développent, qui sont des programmes d'accès rapide à l'emploi et au logement pour des bénéficiaires d'une protection. Et dans le cadre de l'accueil de ressortissants syriens, on a voulu que ce soit un programme aussi très qualitatif. C'est-à-dire que c'est des personnes qui ont un accès au droit, donc un accès à la protection rapide, un accès au droit extrêmement rapide localement et un accès direct au logement, à des logements de droit commun. Il y a un préfet qui a été désigné pour coordonner ce mouvement et on devra arriver à la fin du mois de juin à avoir fait arriver en France environ 300 personnes. Ce que l'on rappelle aussi, c'est que ce n'est pas effectivement notre seul moyen d'action pour répondre à la difficulté du programme syrien. C'est-à-dire qu'à la demande, pour des ressortissants syriens qui ne souhaitent pas nécessairement s'installer durablement en France, on délivre des titres de séjour
On a également des systèmes de visa. Et on a une augmentation de la demande d'asile en France syrienne qui est constatée. On a eu 1300 demandes au titre de 2013. Et dans ce cadre-là, et je pense que c'est important tout de même de le rappeler, l'OFPRA s'engage à les traiter très rapidement. Donc c'est des dossiers qui sont traités en moins de 2 mois, avec un taux de protection qui est supérieur à 95%. Donc voilà un petit peu pour resituer la problématique de l'accueil, de l'effort que fait la France, enfin de l'implication, de la participation de la France à des opérations de réponse aux problèmes rencontrés par la Syrie. Très bref, Madame la Présidente, pour nuancer un petit peu ce que M. Michel a dit. Je le dis maintenant parce qu'il va partir. Au moins, il sera conscient que je vais nuancer un petit peu qu'il va dire sur la solidarité. Mais je commence avec la remarque sur la règle commune pour éviter la concurrence. C'est exactement ce qu'on fait. Ce qu'on a fait avec le premier paquet, avec le deuxième paquet d'asile, et ce qu'on a fait avec l'agence EASO, parce que c'est notre mission, pour faire une formation commune, pour faire d'informations de pays d'origine commun, et pour faire des analyses sur la migration, sur l'asile commun. Alors, dans ce cas et dans cette perspective, c'est là la nuance. En ces termes, l'agence EASO, c'est un instrument de solidarité. Alors, oui, dans un certain aspect, sûrement la solidarité est organisée. On organise un assez grand fonds de budget par la Commission. C'est aussi la solidarité. On a de l'argent, on donne à des pays qui ont besoin. Deuxième remarque, pour éviter la concurrence, j'utilise le même mot, je souligne qu'a dit M. Michel sur l'intégration. Accepter, à fin de compte, pour des bonnes raisons humanitaires, quelqu'un dans la société, c'est pas fin de la route. Il faut intégrer la personne. Si on ne fait pas, les gens font qu'ils font de manière naturelle. Ils font chercher une vie avec futur. On peut le dire économique ou quoi que ce soit, social. Mais il faut avoir donné, si on accepte, c'est une situation humanitaire, droit de l'homme, qu'on prend la conséquence, c'est l'intégration. Et c'est difficile à distinguer exactement entre les pays membres, mais c'est sûr que ça donne des différences et des motifs pour des gens pour migrer ou migrer ensuite de nouveau. Une remarque sur la Syrie. Souligner qu'on a dit ici, et pour être conscient que même avec toute la différence qu'on a de statut légal dans les pays, le résultat primaire, c'est qu'on ne revoit en pratique pas des Syriens à Syrie. Alors le premier but du droit humain, de protéger ceux qui ont besoin de protection, pour les Syriens, c'est harmonisé. Toute l'Union européenne, tous les pays ont une politique différemment de point de vue légal, mais en effet effective. C'est une autre manière de voir le système européen. Je sais, on doit encore améliorer beaucoup pour de vraies convergences des règles. Mais en fin de compte, on veut avoir une situation similaire, même si ce n'est pas, de point de vue légal, à ce moment identique.
Merci beaucoup. Je dois m'excuser parce que je dois aussi prendre mon train pour Bruxelles, donc je vais juste être très très bref. Voilà, donc j'ai le même problème que Monsieur Michel. Juste deux points sur ces discussions sur la liste européenne commune des pays d'origine sûre. Premièrement, il y a une question de fond aussi. Est-ce que c'est vraiment compatible avec les principes de droit des réfugiés, parce que ça risque de créer un charge de preuve pour le demandeur élevé. Donc voilà, il y a premier problème. Deuxième problème, au niveau européen, moi j'y crois vraiment pas. Monsieur Michel a mentionné l'exemple de la France, où le Conseil d'État a annulé le Kosovo et l'Albanie, si je ne me trompe pas, à un certain moment. Mais en même temps, la même semaine, le gouvernement de la Belgique a approuvé une liste, sa première liste de pays d'origine sûre, y inclut le Kosovo et l'Albanie. Donc, ça devient un peu une discussion absurde. On a fait dans les groupes de travail au niveau du Conseil dans le passé, on a fait des exercices. On a constaté que tous les pays européens avaient des listes très très divergentes. Et en plus, il y avait des pays pour lesquels les nationalités figurant sur ces listes avaient un taux de reconnaissance très très haut. Donc voilà à quoi ça sert. Je crois que c'est vraiment utile à faire. Ok. Et donc voilà. Et j'ai perdu. Excusez-moi, je dois prendre mon train. Pas de problème. Merci. Madame Jacques. Allez-y. Vous souhaitez prendre la parole? D'accord. Oui. Oui, je veux bien juste quelques remarques rapidement sur la question de l'accélération des procédures dont il a été question. Je crois qu'il faut, nous sommes clairs. Oui, évidemment, il faut accélérer les procédures. C'est la deuxième partie de la phrase sur laquelle on va être plus attentif. C'est à quelles conditions. C'est-à-dire que s'il s'agit de réduire les garanties au minimum, voire même parfois d'appliquer les dispositions prévues par les directives, qui sont des minimums contestables parfois dans le cadre de la directive procédure, là ça nous pose question. Mais il est évident même que dans l'intérêt et de la vie même des demandeurs d'asile que nous pouvons rencontrer, l'accélération est une bonne chose. Donc le principe de l'accélération, à mon avis, n'est plus à débattre. C'est les conditions de mise en œuvre, et c'est bien ce qui fera l'objet de la réforme du droit d'asile en France. Après, je voudrais aussi rappeler, on a évoqué, puis les différents rapports qui ont été publiés sur la réforme du droit d'asile en France évoquent les directives européennes, notamment procédures, comme étant des textes devant être absolument transposés. Et notamment, je pense à la question des procédures accélérées. Il est noté dans différents rapports que nécessairement le nombre de cas permettant l'activation de ces procédures accélérées vont devoir être transposés en droit français. Les directives ne fixent que des possibilités, sauf certaines dispositions qui sont contraignantes. Et notamment dans le cadre des procédures accélérées, c'est une possibilité pour les États de recourir à ces procédures accélérées. Donc là aussi, il y a une marge de manœuvre extrêmement importante, et c'est bien dans ces détails-là que se joue le respect des droits des demandeurs d'asile. Donc on est de nouveau encore à quelles conditions on accélère, et aussi comment on transpose et dans quel état d'esprit. Et puis une réflexion plus générale qui déborde un peu le cadre de l'asile, mais concernant l'attrait supposé de l'Union européenne pour des migrants qui finalement sont en situation irrégulière, il faudrait peut-être faire le lien entre cette décision d'arriver au niveau de l'Union européenne et la possibilité qu'ils ont aussi de trouver un emploi dans les secteurs informels. Et lorsque l'on parle d'ouvrir des canaux légaux d'immigration, on parle effectivement des réfugiés, mais on peut parler des migrants en général, pour d'autres motifs, on va dire économiques, mais en fait c'est bien plus détaillé que cela. Et l'ouverture de canaux d'immigration légaux pour ces personnes qui ne sollicitent pas une protection internationale, c'est aussi les protéger, c'est éviter qu'ils ne tombent dans les réseaux dont on parle tout le temps, dans les filières dont on parle tout le temps, et dans l'exploitation par le travail, ou les réseaux de traite des êtres humains. Donc c'est aussi une réflexion plus large. On prend souvent le prisme
de personnes qui arrivent pour profiter d'un système, mais finalement elles sont aussi employées. Et il y a là quelque chose à développer. L'approche globale pour les migrations et la mobilité, d'ailleurs, dans les 4 piliers de cette approche, il y a la dimension d'immigration légale. Et là encore, dans la communication de la Commission européenne, c'est un point qui est étonnamment absent. Finalement, il n'y a pas grand-chose sur l'ouverture de canaux d'immigration légaux autres que pour la protection internationale. On est davantage, dans le cadre de cette approche globale, sur un deal, si je peux me permettre, passé avec des États tiers sur le contrôle et sur la prévention des migrations irrégulières, mais pas du tout sur une conception plus ouverte et permettant par ailleurs de pallier ou de prévenir des violations des droits humains pour des personnes qui seraient en situation irrégulière sur le territoire de l'Union européenne. Merci. Merci de rappeler cet aspect-là, parce que je n'étais pas d'accord avec M. Michel, et c'est vrai qu'il n'y a pas de mesure aujourd'hui, il n'y a pas de choses précises au niveau de l'Union européenne. C'est plus ou moins en réponse à certaines des questions. Je voulais juste revenir très rapidement sur la communication de la Commission européenne suite aux recommandations de la Task Force pour la Méditerranée, dont on n'a en fait pas parlé. Ils ont fait une liste de 37 mesures, parmi lesquelles le Conseil européen a largement choisi de faire un focus sur les mesures qui permettent d'éviter les naufrages, mais en évitant les départs. C'est la solution privilégiée, surtout il ne faut pas qu'ils partent. C'est louable si ça passe par des efforts de réinstallation, mais il ne faut absolument pas oublier qu'il faut garantir l'accès direct aux frontières. Quand les personnes se présentent directement aux frontières extérieures de l'Union européenne, elles doivent avoir accès à la protection, elles doivent avoir accès au territoire, elles doivent avoir accès à une procédure qui leur permette d'être intégrées dans la procédure d'asile, quel que soit le pays dans lequel ils sont, et d'avoir un examen juste et équitable de leur demande d'asile, quel que soit l'état dans lequel ils sont dans l'Union européenne. Écoutez, alors merci infiniment d'avoir d'une part accepté cette proposition de table ronde, d'avoir vraiment joué le jeu jusqu'au bout. Bon, on sent très bien que c'est une problématique qui nous préoccupe tous, chacun dans son domaine. Je crois que nous devons avancer tous ensemble au niveau de l'Union européenne, avec les États membres, pour faire en sorte que ces questions trouvent des issues apaisées, et que quelquefois même, on peut dire aussi que la question d'immigration où les migrants ne sont pas forcément un défaut. Au contraire, même c'est une richesse face à une Europe aujourd'hui qui est face à pas mal de défis économiques, défis sociaux. Et nous pouvons, vous le disiez tout à l'heure très, très justement, communiquer, expliquer de manière positive. Et c'est essentiel. Nous devons le faire en tant qu'État membre, nous devons le faire en tant que parlementaires dans nos travaux, et tout en étant conscients des difficultés qui peuvent se poser. Et voilà, il faut avancer. Le chemin sera long, mais c'est notre volonté qui permettra effectivement d'avancer de manière sûre, pas à pas, mais en tout cas de manière certaine pour les uns et les autres. Merci encore de votre contribution.